Oui, je suis journaliste et ce que j'aime absolument dans ce métier, c'est la possibilité d'interviewer des personnes d'horizons très différents, de recueillir leurs histoires. Et s'il y a bien quelqu'un ce soir que j'aurais adoré interviewer, c'est Horace Walpole, l'écrivain anglais auquel on doit la notion de sérendipité. Il l'a forgée en 1754, en désignant par là le fait de trouver par hasard quelque chose d'important qu'on n'avait pas cherché. Vous me direz, pourquoi la sérendipité ? C'est en référence à un très vieux conte persan du XVIe siècle qui a été traduit en français sous le titre « Le conte des princes de Sérendipe ». Sérendipe étant l'ancien nom de l'île de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka. La question que j'aurais aimé poser à Horace, c'est comment se fait-il que vous ayez su inventer un très joli mot, mais en l'associant à une définition discutable? Oh, vous allez me dire, mais ça c'est une question de journaliste, il a le droit, il a forgé le mot, eh bien comment il peut le définir à sa guise? Ok. Sauf que ce que je regrette, c'est que la définition qu'il donne à ce mot ne rend pas justice à ce qui se joue dans ce fameux conte des princes de Sérendipe. Il y a du hasard, mais pas que, loin de là. Et je vais vous en administrer la preuve en vous proposant une version très écourtée de ce conte. Ça vous va? Ouais, super. C'est la première fois que je raconte une histoire en public, hein, donc j'ai besoin de vous. J'y vais. Il était une fois un roi qui était fier. Il avait 3 fils, autant de princes, plus intelligents les uns que les autres. Bon, je rassure les femmes, on peut imaginer très bien 3 princesses, ça ne change rien au déroulement de l'intrigue. Donc, notre roi était fier de ses enfants. Il en était fier, mais il en avait peur. Parce qu'à son époque, on ne compte plus les récits d'enfants, généralement des fils, qui renversent le père pour prendre le pouvoir. Aussi, un jour, il les convoque. « Mes chers enfants, je n'ignore pas votre appétence pour la science, le savoir, la connaissance. Aussi, je vous invite à prendre la route pour partir explorer le monde, aussi loin que possible, aussi longtemps que nécessaire. » Ben, voilà nos 3 princes sur la route, parce que quand un roi invite, c'est un ordre. Ils sont surpris, mais finalement, ils sont très heureux, parce que tout est matière à émerveillement, étonnement, questionnement, comme par exemple cette plante qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, ou cet animal qui se faufile dans l'herbe, et tous ces paysages magnifiques, tous différents les uns que les autres. Il en va ainsi, les jours se passent, jusqu'au moment où déboule d'un chemin un chamelier. Pas de doute, c'est un chamelier à la manière dont il les implore. « Mes princes, auriez-vous vu un chameau? Mon chameau !» Oh, les princes, ils ont tout vu, hein. Ils ont tout scruté, analysé dans le détail, mais s'ils avaient vu un chameau, ils l'auraient su. Ben, du coup, mon histoire aurait pu s'arrêter là, et on n'aurait pas eu droit au mot de sérendipité. Mais c'est un conte. Et voilà que le prince aîné se met à questionner notre chamelier. « Dites-nous, votre chameau ne serait-il pas borgne par hasard ?»« Si, tout à fait. » Et le cadet de poursuivre. « Ne porterait-il pas du miel sur le côté gauche ?»« Oui, c'est mon miel, le miel que je produis. » Et le plus jeune d'y aller de sa question. Et surtout, ne porterait-il pas une femme ? « Oui, c'est ma femme. » Mais le chamelier n'a même pas le temps de leur dire « Mais comment vous savez tout ça alors que vous prétendez n'avoir rien vu ?» Les 3 princes lui font comme ceci. Il lui désigne la route dans laquelle il aura quelques chances de retrouver son chameau et son miel et sa femme. Le chamelier ne demande pas son reste et se précipite dans cette direction. Nos 3 princes routent, les jours se passent, mais comme ils s'arrêtent à la moindre occasion, notre chamelier parvient à revenir à leur hauteur. Mais cette fois-ci, plus de Salamélec. Notre chamelier est furieux. « Vous m'avez dit, il a couru, hein, vous m'avez dit de prendre cette route où j'aurais quelque espoir de retrouver et mon chameau et mon miel et ma femme. Mais de cela, je n'ai rien retrouvé. » Et donc la déduction est claire. Face à lui, il a des bandits. Que dis-je des bandits? Des assassins!
Aux assassins! On n'est pas loin d'un village, les habitants tendent l'oreille, vont à la rescousse du chamelier, et en moins de temps qu'il faut pour le dire, voilà nos 3 princes jetés comme des bandits, que dis-je des bandits, des assassins, dans ce qui fait office de chameau. Autant vous dire que leurs jours sont comptés. Et quand je dis comptés, c'est pas au sens de raconter. Et l'affaire fait néanmoins grand bruit. Et voilà, nous n'aurions pas pu avoir cette notion de sérendipité. Mais c'est un conte. Et voilà qu'un homme demande à voir le chamelier. À sa main droite, il tient une corde. Et au bout de la corde, il y a un chameau qui est borgne et qui porte sur le côté gauche du miel. Et sur son dos, une femme. Alors, dans cet instant précis, notre chamelier ne sait pas s'il doit exploser de joie, parce que quand même, il a retrouvé son chameau, son miel, sa femme, ou se faire du mouron. Parce que si on résume la situation, c'est pas un prince qui l'a fait mettre au cachot, c'est même pas 2, c'est 3. L'affaire fait grand bruit. Elle arrive jusqu'aux oreilles du roi, pas de leur père à eux, mais du royaume dans lequel ils se sont aventurés. On frise l'incident diplomatique. Le roi décide donc d'inviter nos 3 princes. Il se confond en excuses. Il leur offre ses plus beaux chameaux. Mais avant de les laisser reprendre leur chemin, il leur demande une faveur. « Mes princes, pourriez-vous, s'il vous plaît, élucider cette énigme par laquelle vous êtes parvenus à décrire des choses que vous avez prétendues et on vous croit ne pas avoir vues ?» Or, le prince aîné s'avance et dit « C'est bien simple. Sur la route, nous avons constaté que des arbustes de ceux que prisent les chameaux étaient grignotés, mais d'un seul côté. On en a déduit que ce chameau devait être borgne. Et le cadet de poursuivre quant au miel, c'est bien simple. À intervalles réguliers, nous avons vu des attroupements de fourmis. On sait que les fourmis raffolent du miel. Et on s'est dit que des gouttes de miel s'étaient échappées d'une jarre portée par un chameau. Et le plus jeune d'y aller de son explication. Quant à la femme, c'est bien simple. À un moment donné, sur la route, nous avons repéré des traces de genoux de chameau. Et juste à côté, des traces de sandales, comme celles que portent les femmes de votre royaume. On s'est dit qu'à ce lieu précis, le chameau s'était agenouillé pour permettre à la femme de monter sur son dos. Voilà l'explication. Le roi est médusé, il essaye de rester digne. Il applaudit. La cour, voyant le roi applaudir, applaudit. Les sujets du roi, voyant la cour applaudir le roi, applaudit. Tout le monde applaudit. Tout le monde. Quand même. Vous aurez néanmoins constaté que le hasard n'occupe pas beaucoup de place dans cette histoire. Si nos princes ont su résoudre l'énigme, c'est en faisant preuve de beaucoup d'observation, d'un sens inouï de l'observation, et en pratiquant ce qu'on appellerait aujourd'hui, le mot n'existait pas au XVIe siècle, en pratiquant un raisonnement par adduction, consistant à inférer à des explications générales l'observation de détails auxquels on ne prête pas attention. Le résultat des courses, c'est que cette notion, telle que définie par Horace Walpole, rencontrera très vite un succès populaire en langue anglaise pour commencer, et servira notamment à baptiser, vous savez, ces lieux, ces brocantes, où effectivement il arrive de trouver des choses importantes qu'on n'avait pas cherchées, on n'y va pas avec une liste de courses. En revanche, le mot peinera à infuser, à se diffuser dans le champ scientifique. Et on peut comprendre pourquoi. On n'a jamais vu des savants comment s'enorgueillir d'avoir fait d'énormes découvertes par hasard. Prenez le cas de la pénicilline, qu'on cite souvent comme une belle illustration de la sérendipité au sens défini par notre ami Horace Walpole. Nous sommes en 1928. Fleming revient d'un séjour et va observer ces cultures de staphylocoques,
un problème auquel il s'intéresse depuis quelques années. Damned! Ces cultures ont été contaminées par de la moisissure. Tout est à refaire, c'est ce que dirait un collègue. Mais lui prend le temps d'observer. Et ce qu'il observe est extraordinaire. La moisissure a stoppé la diffusion du staphylocoque. Il suffira donc d'extraire des cellules antibactériennes pour composer un traitement, ce sera la pénicilline. Depuis, la notion a quand même rencontré un grand succès dans le champ scientifique, mais au prix d'une autre définition plus conforme à l'esprit du conte, à savoir l'art de se laisser surprendre par des phénomènes et en faire une bonne interprétation. Si personnellement, j'aime la sérendipité et que je ne l'ai jamais quittée depuis que je l'ai rencontrée, il y a de ça plus de 20 ans, c'est en raison de cette définition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. Elle trouve aussi des applications dans les arts. Mais si j'aime la sérendipité, c'est qu'elle illustre, ce mot illustre à merveille à quel point les mots sont comme des êtres vivants. Ils naissent un jour. Ils ont, à défaut d'une date, une année de naissance, 1754, dans le cas de la sérendipité. Et puis ils grandissent, ils s'enrichissent, ils acquièrent de nouvelles connaissances ou de nouvelles définitions. C'est toujours le cas de la sérendipité, on l'a vu. Et puis, ils se lient d'amitié avec d'autres mots, ils créent des liens de parenté, de cousinage. La résonance, la synchronicité, dans le cas de la sérendipité. Et puis, il arrive que des mots finissent dans un cimetière. Un cimetière en forme de ces dictionnaires qui recensent tous les mots utilisés par nos aïeux et que l'on a perdus de vue. Dieu merci, des mots font preuve d'une longévité incroyable. C'est toujours le cas de la sérendipité, vieille de près de 300 ans. Les mots sont comme des êtres vivants. À se demander si ce n'est pas parce qu'on a tendance à l'oublier, à considérer que les mots sont à notre disposition, qu'on ne crée pas de malentendus, de situations de crise, de situations de guerre. Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde. C'est Albert Camus qui l'a dit. Mal nommer les choses, c'est-à-dire considérer, c'est comme ça que je l'entends, les mots comme s'ils étaient à notre disposition, ajoute à la misère du monde. Mais rassurez-vous, je ne veux pas vous quitter en ces termes avec des mots aussi graves, et qu'il me soit donc permis de reprendre la citation d'Albert Camus à ma façon, ce qui donnerait bien nommer les choses, ajoute au bonheur du monde. Bien nommer les choses, c'est-à-dire les traiter les mots comme si c'était des êtres vivants, ajoute au bonheur du monde. Vive la sérendipité, vive TEDx Saclay. Merci à vous.